Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours en direct du Kyrgyzstan, Bishkek. Je te montre rapidement la vue, même si je vais pas te mentir, cette vue là n'est pas forcément phénoménale. J'ai pas grand chose de très croustillant à te proposer aujourd'hui sur la vue. Mais voilà, sache en tout cas que Bishkek, le Kyrgyzstan, est une très belle surprise. Des gens très gentils. Des 74 pays dans lesquels j'ai pu me rendre au cours de ma vie, le Kyrgyzstan est sans aucun doute le pays numéro 1 en termes de gentillesse des habitants. Une gentillesse sincère, une gentillesse non intéressée. Et ça fait vraiment plaisir quand on sent qu'on n'est pas gentil avec nous que pour l'argent. Donc voilà les amis, je vais rentrer pour être un petit peu plus au calme parce que c'est une ville qui est relativement brillante quand même, Bishkek. Et on va aujourd'hui parler d'or. Alors l'or, c'est quelque chose dont je crois je n'ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube, mais c'est quelque chose qui revient de temps en temps dans les débats, dans les discussions, dans les interrogations pour savoir si c'est une bonne chose ou pas finalement d'investir dans l'or. Donc moi je pense que personnellement c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que, eh bien, encore une fois, c'est toujours important de diversifier. Il y a des gens qui sont extrêmement investis en crypto-monnaie. Il y a des gens qui sont extrêmement investis en immobilier. Il y a des gens qui sont extrêmement investis en or, par exemple. Et je pense que c'est pas bon d'être dans des extrêmes. Et je pense que c'est extrêmement important, eh bien, de diversifier son patrimoine dans différentes classes d'actifs. L'or a des défauts, a des avantages. Il y a des gens qui sont extrêmement partisans de l'investissement dans l'or. Ça fait des années, des dizaines d'années qui nous disent qu'il faut investir dans l'or, qu'on va avoir un reset monétaire, qu'on va avoir d'énormes crashs financiers, crise mondiale, qu'on va avoir énormément d'inflation et que seul l'or pourra nous permettre de survivre à ces problèmes économiques. Alors on a les crypto-monnaies qui sont arrivées également sur le devant de la scène depuis quelques années et avec notamment le Bitcoin qui pourrait potentiellement servir de valeur refuge au même titre que l'or. Bon voilà, encore une fois, l'un, l'autre, pourquoi choisir, pourquoi faire où quand on peut faire et. Alors selon moi, l'or n'est pas quelque chose qu'il faut avoir dans une proportion immense dans un patrimoine, ça doit vraiment être quelque chose de tout petit, mais je pense que c'est important. Et voilà, encore une fois, je te disais que l'un et l'autre ont des défauts. En tout cas, l'or a des avantages et des défauts. Un des défauts, c'est notamment qu'il n'y a pas de cash flow, il n'y a pas de revenus tirés de l'or, hein, c'est une matière première. Par contre, un des avantages, c'est que c'est physique, c'est-à-dire que tu l'as, et on va voir ensemble dans cette vidéo les 4 façons selon lesquelles on peut investir dans l'or selon moi et laquelle je préfère le plus. Eh bien, un des avantages de l'or, ça reste quand même que c'est physique, c'est-à-dire que c'est là, c'est présent. Aujourd'hui, la crise du coronavirus, on avait beaucoup de mal à l'imaginer, je pense qu'il y a 5 ans, on n'aurait peut-être jamais imaginé que ça puisse arriver dans de telles proportions et que ça devienne vraiment un sujet d'ampleur mondiale. Aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer que demain, on n'arrive plus à se connecter à Internet. On ouvre son ordinateur, boum, ici, et boum, il n'y a plus d'Internet. On n'arrive plus à aller sur le site de son courtier en ligne pour voir ses investissements en bourse. On n'arrive plus à accéder à son portefeuille en crypto-monnaie, on n'arrive plus à accéder à plein d'autres actifs potentiellement qui sont directement reliés à Internet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je veux pas aller dans des scénarios qui sont sombres et pessimistes, mais il faut toujours imaginer le pire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir du patrimoine physique et on va dire traditionnel. Je pense à l'immobilier ancien, dont on a la clé, dont on peut aller voir. Je pense à l'or et potentiellement dans un peu plus exotique, les voitures de collection, l'art, le vin ou les choses comme ça. Parce que voilà, encore il y a quelques semaines, je crois, il y a un site stratégique industriel aux États-Unis qui a été hacké par des hackers qui voulaient simplement soutirer de l'argent, mais au final, eh bien, ça a entraîné entièrement la production, enfin, ça a mis la production entièrement à l'arrêt. Je crois que c'était du gaz ou je sais plus quoi, et ça a causé de gros soucis et de grosses pertes financières. Et on voit régulièrement des pays qui sont attaqués. Il y a beaucoup plus d'attaques numériques aujourd'hui, cyberattaques qui menacent des pays entiers. Hein. Moi, je suis expatrié en Estonie, je sais très bien ce que c'est. Il me semble qu'on a régulièrement des cyberattaques qui proviennent de je ne sais qui. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il n'y a pas que l'Estonie, il y a plein de pays. Il y a énormément de guerres aujourd'hui qui sont numériques et donc voilà, on va pas s'éterniser dans ce débat-là. Le but c'est pas de vous dire, de vous faire un panorama complet de pourquoi l'or c'est bien ou c'est pas bien, ou ce qui se passe dans le monde, les risques potentiels. Tout ça pour dire, important de diversifier, de ne pas être suralimenté, surpositionné, surpondéré dans un actif et surtout important d'avoir en tête, je pense, cette dualité, quelque chose dont j'ai accès tout de suite et quelque chose qui est potentiellement relié ou dont je suis dépendant à quelque chose, Internet. Parce qu'encore une fois, Internet c'est dans nos vies de façon, on va dire, tellement vitale, tellement c'est devenu tellement, on va dire, un besoin basique Internet, mais c'est pas forcément quelque chose d'acquis. Donc, rapidement, je vais te montrer sur l'ordinateur les performances de l'or. Alors, tu prends ça pour ce que c'est, voilà, hop, je te remue dans tous les sens, excuse-moi. Hop, tu prends ça pour ce que tu veux, mais voilà, sur 30 jours, on est à 6%, alors plutôt regarder sur 1 an, 11%, 5 ans, 56%, 20 ans, 584%. Donc voilà, on est dans le vert, c'est clairement pas des performances qui sont dégueulasses, mais c'est pas non plus du tout les meilleures performances, clairement en termes d'actifs. On a beaucoup plus d'actifs qui ont beaucoup mieux performé que ça. Ok, donc maintenant on va voir ensemble
eh bien, quelles sont les 4 façons d'acheter de l'or aujourd'hui. Alors, je vais d'abord commencer par celle que je déteste le moins pour arriver à la fin sur celle que j'utilise moi personnellement. La première, ça va être de passer par ce qu'on appelle les trackers ou les ETF. Vous les connaissez peut-être déjà pour ce qui est investissement en bourse. Voilà, un tracker, c'est quelque chose qui réplique le prix d'un sous-jacent. Et le sous-jacent ici, vous l'avez deviné, c'est l'or ou l'argent, si vous voulez investir dans l'argent, etc., etc. Donc là, le gros problème qu'on voit tout de suite en tête, c'est que on n'a pas notre or avec nous à la maison, en physique, on ne le détient pas, on l'a pas, on investit dans un produit financier qui va répliquer le cours du sous-jacent, donc de l'or et ou de l'argent. Donc le gros avantage, si c'est un produit financier, c'est que déjà, ça va être extrêmement liquide. On va pouvoir acheter et revendre très facilement de la même façon qu'on achète une action en bourse, contrairement à de l'or qu'on aurait à la maison, où il faut aller dans un magasin, il faut retrouver un revendeur, un acheteur, etc. Donc c'est très liquide, mais voilà, c'est pas physique, c'est pas du vrai patrimoine selon moi. Donc ça, c'est le gros problème. L'avantage également, c'est qu'on va pouvoir aller directement matcher ce qu'on appelle le spot price. Donc le spot price, je n'en ai pas encore parlé, c'est, on va dire, le prix officiel de l'or. Parce que tu vas voir qu'avec les autres façons d'acheter de l'or, eh bien on va payer ce qu'on appelle un premium. Et en fait, c'est logique, puisque la personne qui te vend l'or, elle va pas te vendre l'or au prix que vaut réellement l'or. Il faut que cette personne également, elle gagne son argent. C'est pas quelqu'un qui est philanthrope, ça reste un business, une entreprise qui va te vendre de l'or potentiellement. Donc elle va te vendre l'or au spot price, le prix officiel de l'or, plus un premium qui est, finalement, tu peux appeler ça sa marge pour elle vivre, faire vivre son entreprise, se payer un salaire, etc., etc. Et quand on investit, eh bien finalement, dans un tracker en bourse, le gros avantage, c'est qu'on a directement, ou en tout cas vraiment très proche, le spot price, et on n'a pas des écarts qui peuvent parfois être conséquents quand on achète de l'or en boutique, etc. Ok? Donc voilà, moi j'aime pas du tout les trackers. Si vous me connaissez déjà pour les investissements en bourse, etc., vous savez que les trackers, je déteste ça pour plein de raisons. Je vais pas rentrer ici dans le sujet, dans le débat, parce que c'est quelque chose qui est relativement long. Vous pouvez regarder dans la barre de description, notamment mon livre La magie des dividendes, dans lequel je dédie plusieurs pages, un chapitre entier sur les trackers. C'est plus ou moins la même logique que ce soit en bourse ou avec les matières premières, avec l'or et l'argent. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Si toutefois, eh bien, l'investissement dans l'or, les matières premières via un tracker vous intéresse, n'hésitez pas à regarder justement le volume de ce tracker. Il faut qu'il soit relativement suffisant pour qu'il y ait de la liquidité. Regardez également les actifs nets. Il faut qu'ils soient également suffisants. Et également, regardez ce qui est très important, c'est la corrélation avec, sur le prix de l'actif en question, l'actif sous-jacent. Donc ici, l'or. Il faut que ça soit de 1 sur 1. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de trackers. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention en fonction du tracker sur lequel on investit. Il y a beaucoup de trackers qui n'ont pas ce ratio de corrélation, qui est de 1 sur 1. Ça veut dire que ce qui est vendu n'est pas forcément disponible. Donc ça veut dire qu'on survend, on vend quelque chose qu'on n'a pas, tout simplement, encore une fois, pour faire vraiment très simple et vous expliquer simplement. Donc il faut vraiment ne pas aller se jeter sur n'importe quel tracker et aller vérifier que ce tracker, on va dire, a des règles de fonctionnement qui sont saines et a des bonnes bases qui sont saines en termes de volume, en termes d'actifs nets et en termes de ratio par rapport de corrélation sur le prix avec le sous-jacent. Ok? Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire pour les trackers. Et si jamais vous voulez deux noms de trackers, eh bien les plus connus, ce sont SLV pour Silver et GLD pour Gold. Ok. La deuxième chose qui est possible pour investir dans l'or ou l'argent, les matières premières, c'est ce qu'on appelle les futurs. Donc ça, vous connaissez peut-être pas du tout déjà, et honnêtement, ça sert à rien de connaître. C'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Pourquoi? Simplement parce que en investissant via des futurs, on a souvent des très gros effets de levier qui sont utilisés, et ça, qu'est-ce que ça engendre potentiellement? Soit des gains qui sont massifs, mais également soit des pertes qui sont massives. Et tout ça part sur des petits mouvements de prix, parce que si on a beaucoup de leviers, eh bien le simple fait qu'un petit mouvement de prix ait lieu peut influencer énormément vos pertes ou vos gains. Il suffit que voilà, si c'est seulement 1 centime, on va dire des chiffres totalement bidons, hein, mais 1 centime d'écart sur le prix de l'actif, sur le prix de l'or, mais qu'on a un levier de 10 000, eh bien c'est 10 000 centimes, donc c'est 100 euros. Donc vous voyez l'idée, les effets de levier, ça démultiplie à la hausse ou à la baisse, eh bien vos gains et vos pertes, et ça faut faire très attention. C'est pour ça que les futurs, sachez que c'est une possibilité pour investir dans l'or et les matières premières et l'argent, mais ne considérez vraiment pas ça pour l'investissement, on va dire patrimonial long terme de bon père de famille. C'était juste pour la petite curiosité. La troisième possibilité, ça va être de directement investir dans des entreprises pour qui le cœur de métier, c'est d'aller chercher justement de l'or et de l'argent. Ce qu'elles vont faire, c'est simplement aller miner dans l'espoir de trouver de l'or, de l'argent, des matières premières. Le gros problème de ça, vous le savez, vous le devinez peut-être assez aisément, c'est que ça dépend entièrement de leur chance et de leur capacité à trouver de l'or et de l'argent. Donc bien évidemment, elles vont pas aller miner, creuser n'importe où, mais il y a quand même une grosse part de chance, parce qu'on n'est jamais certain, en tout cas pour l'entreprise, de trouver de l'or ou de l'argent quand on est parti miner. Donc le problème, c'est que c'est énormément aléatoire.
Et généralement, eh bien, ce qui se passe également, c'est que le cours des actions ne va pas forcément évoluer dans le même sens que le cours, eh bien, de l'or. Donc, ça veut dire que si le cours de l'or monte, ça ne veut pas dire que le cours de l'action de l'entreprise va monter et inversement. Donc, il y a une décorrélation de ça. Et le gros problème, c'est que quand on regarde statistiquement la performance de ces types d'entreprises par rapport à la performance de l'or, eh bien, on se rend compte que l'or dépasse largement, eh bien, 97% des entreprises en termes de performance. Donc, c'est pour ça que finalement, ces entreprises, selon moi, c'est vraiment très risqué et même beaucoup d'entre elles sont des arnaques parce que on a très peu de chances finalement de déjà battre la performance de l'or en investissant directement dans l'or et puis surtout investir dans quelque chose qui dépend d'un gros paramètre qui est celui de la chance. Pour moi c'est beaucoup trop dangereux. Donc c'est risqué, c'est imprévisible et selon moi c'est pas quelque chose que j'aime parce que voilà, si j'ai pas une vision claire sur le potentiel de l'entreprise à pouvoir réussir à trouver de l'or ou de l'argent, alors voilà, c'est jamais une certitude pour l'entreprise de réussir à faire du bénéfice, à réussir à sortir un nouveau produit qui va fonctionner, etc., etc. Mais dans ce type de choses, voilà, si quelqu'un veut investir dans l'or ou l'argent, je vois pas pourquoi on irait s'embêter à investir ou en tout cas à prendre plus de risques en investissant dans ce type d'entreprise. Également, on a une double composante, c'est que je vous l'ai dit, on a donc des entreprises qui ont coté en bourse pour qui le métier c'est miner de l'or ou de l'argent. Donc on a deux paramètres, on va dépendre à la fois de l'évolution du prix de l'or et de l'argent et à la fois on va dépendre de la volatilité des marchés financiers. Donc on a potentiellement deux paramètres qui vont nous faire évoluer à la hausse ou à la baisse et donc on a potentiellement 2 fois plus de risques d'avoir de la volatilité puisque je vous l'ai dit, c'est pas parce que le cours de l'or monte que le cours de l'action va monter et inversement. Donc on a potentiellement 2 fois plus de chances d'avoir, on va dire, moins de performance. Également, et quelque chose de pas du tout, quelque chose de très important à prendre en compte, c'est que beaucoup des pays dans lesquels ces entreprises vont aller pour essayer de trouver de l'or, de l'argent, sont dans des pays qui sont relativement instables. On pense à la Russie, on pense au Venezuela, on pense à plein de pays en Afrique et on a régulièrement pu voir dans l'histoire que ces entreprises se font voler les mines avec, je sais pas comment on peut dire ça précisément, mais on a du nationalisme finalement où les mines deviennent propriété de l'État du pays en question et où on dit à l'entreprise niet, c'est fini, terminé, tu ne touches plus à cette mine, maintenant c'est le pays qui contrôle ce point et c'est nous qui allons creuser. Donc voilà, encore une fois, je sais pas comment se passe à la base les accords de pourquoi l'entreprise aurait le droit ou pas d'aller creuser ici et pas le pays où je sais pas précisément dans les détails, mais il faut savoir que c'est quand même un point important de conflit puisque régulièrement on voit ça, on voit une entreprise qui commence à creuser et ensuite le pays dit stop, c'est fini, maintenant c'est à nous, vous dégagez, potentiellement pas parce qu'ils ont commencé à trouver des choses intéressantes. Donc on voit que c'est encore un risque supplémentaire que personnellement j'ai pas envie de prendre en tant qu'investisseur parce que maintenant je vais te parler de la quatrième façon d'investir dans l'or et l'argent et je pense que tu devines laquelle c'est assez facilement. C'est directement de détenir l'or ou l'argent en physique. Pourquoi en physique? Parce que tout simplement on l'achète et puis ensuite on le garde à la maison. Alors on le garde à la maison ou on le garde ailleurs. Encore une fois, le but c'est généralement de bien le cacher et de l'oublier. Alors le cacher en se rappelant quand même où il est si jamais on veut le transmettre sur plusieurs générations. Mais voilà, c'est super important de le détenir en physique parce que quand on investit dans l'or ou l'argent, c'est pour le détenir généralement ad vitam aeternam et pour le transmettre. Alors on va pas forcément parler des différentes techniques ici aujourd'hui pour cacher son or, pour cacher son argent. Je sais pas si je m'étais noté quelques petites notes ici sur mon ordinateur. Alors c'est pas forcément ce que je fais moi, mais c'est ce qu'on peut lire sur internet quand on regarde un petit peu sur les forums, ce que font les gens. Il y en a qui vont vous dire, moi je mets ça dans ma maison dans une dalle en ciment, pourquoi pas, là au moins c'est sûr que c'est bien caché. Dans un coffre-fort à la maison, c'est assez visible, un coffre-fort sécurisé, dans une banque, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a qui vont dans la forêt carrément, près d'un gros arbre. Je ferai pas ça personnellement. Il y a la Brinks également, vous savez les gros camions qu'on voit dans la rue en train de faire des transferts de fonds. Eux ils ont des solutions également pour stocker pas mal d'objets de valeur, peut-être que vous ne le saviez pas, mais vous pouvez avoir auprès d'eux différents services, notamment de stockage d'objets de valeur. Donc la Brinks peuvent également vous stocker tout ça, mais il faut faire très attention parce que le problème c'est que en stockant dans des banques ou dans des établissements commerciaux, déjà de 1 ça coûte cher pour un actif qui génère pas de cash flow, en plus ça va vous coûter de l'argent, donc ça selon moi c'est totalement non parce que voilà, le but c'est quand même de pas avoir un actif qui nous coûte de l'argent. Donc le but c'est de l'acheter au meilleur prix possible parce que rappelez-vous quand on l'achète, on a toujours ce prix officiel, le spot price plus le premium à payer. Donc déjà l'acheter bien et ensuite le conserver soi-même pour éviter d'avoir à payer parce que on peut aller dans une banque et se dire voilà, je vais me louer un coffre-fort, mais le problème c'est que cette banque elle bosse pas gratuitement. Donc ça va vous coûter beaucoup d'argent et c'est rarement peu cher. Donc il faut faire attention à ça. Il faut également faire attention si vous voulez à tout prix mettre ça dans une banque, dans un coffre-fort sécurisé parce que vous êtes parano, vous avez peur, faire attention que ces coffres,
on va parler simple, que ça ne soit pas mélangé avec les actifs d'autres clients. Parfois, quand vous faites du stockage de vos pièces d'or, de vos lingots d'or dans des établissements qui sont spécialisés dans le stockage d'or, eh bien, des fois, ces établissements vont tout mélanger. Vos pièces d'or avec les pièces d'or d'autres clients, et le jour où vous voulez récupérer bien vos pièces d'or, potentiellement vous allez récupérer les pièces d'or d'un autre client plutôt que les vôtres. Ça, c'est quelque chose que je vous déconseille également parce que bien les pièces d'or, les lingots, vous le savez certainement, on a des différents degrés, on va dire, de qualité, de pureté. Et moi, quand j'achète un actif, déjà je vais faire en sorte d'acheter l'actif bien à un bon prix, mais également dans une bonne qualité d'entretien. Le but c'est pas d'avoir une pièce qui est toute rayée, dégueulasse. Le but c'est d'avoir une belle pièce quand même qui a de la valeur. Parce que ça joue également sur la valeur, la qualité de la pièce. Donc faites attention si vous voulez vraiment stocker dans des établissements commerciaux de faire en sorte que vos actifs soient bien séparés, et c'est que à vous. Également, autre point sur lequel il faut faire très attention, ce sont les établissements qui ne font pas que du stockage mais qui vendent également. Parce que, on l'a déjà vu dans le passé malheureusement, ces établissements, si jamais il y a une forte demande dans les pièces d'or et qu'ils n'en ont pas assez, eh bien potentiellement, plutôt que d'attendre d'avoir un restock, ils vont aller piocher dans les pièces que les clients ont mis en stockage chez eux. Donc ils vont vous vendre, ils vont vendre vos pièces à d'autres clients en attendant d'être restockés, de recevoir du stock. Donc ça c'est très délicat parce que c'est le début de la fin entre guillemets. Il suffit qu'il y ait beaucoup trop de demandes, que l'établissement commercial aille trop piocher dans les actifs de ses clients qui stockent, et puis que il y a peut-être en même temps d'autres personnes qui veulent ressortir leurs actifs, et qu'on arrive sur un schéma où c'est plus possible, où finalement dans tous les sens ça coince, et c'est extrêmement problématique. Donc faites également attention à ça. Alors concernant le prix de l'or, je vous ai dit qu'il y avait un premium plus un spot price, le prix officiel de l'or plus un premium. Donc le premium, combien c'est en général? C'est entre 3 et 20% en plus. Donc il faut vraiment considérer que c'est pas rien, parce que si on est plus proche des 15 à 20%, c'est quand même beaucoup. Et ça correspond, voilà, comme je te dis, à toute la gestion de l'entreprise de la part de la personne qui vend l'or, la distribution, l'envoi, la pub, la marge du vendeur, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut acheter? Eh bien, on peut tout acheter, hein. On a différentes formes, on a les pièces, on a les lingots, les lingotins. Donc les lingots, c'est vraiment les gros lingots tels que tu les imagines. Les lingotins, c'est vraiment beaucoup plus petit. On a des pièces commémoratives que je ne recommande pas forcément. Il faut vraiment, selon moi, aller sur le plus simple. Quelque chose qui est liquide. Encore une fois, on peut s'acheter un très très gros lingot à 50 000 €. Mais le problème, si on veut le revendre, c'est que soit on le revend entièrement, soit on fait fondre son or. C'est pas très pratique. Donc mieux vaut acheter des pièces qui sont liquides, mieux vaut avoir plusieurs pièces qu'on peut revendre beaucoup plus facilement, parce que la pièce va peut-être valoir 100, 200, 500 €, et c'est donc beaucoup plus simple. Donc moi, ce que je recommande de faire, ce sont plutôt les pièces. Principalement, en tant que Français résident fiscal, on va plutôt aller chercher des pièces françaises. Donc une très très bonne pièce, c'est notamment le 20 francs Napoléon. Ça, c'est vraiment quelque chose en tant que Français qui est peut-être intéressant. Alors quand on est dans d'autres pays, on peut vouloir s'intéresser notamment à tout ce qui est pièces australiennes, américaines, canadiennes. Il y a également de très très bonnes pièces là-bas. Également sud-africaines, il y a beaucoup de pièces. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait on pourra en discuter longtemps, et je pense que cette vidéo va déjà être assez longue. Mais ça, c'est important. Je pense qu'en tant que Français, si je peux vous citer une pièce, le 20 francs Napoléon, c'est, on va dire, le louis d'or, la référence de base. Également, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai quelques pièces ici. Je vous ai dit, les pièces commémoratives, les pièces de collection, les pièces artistiques, c'est tout à fait à éviter, parce que généralement, on a ce qu'on appelle donc du coup un très très gros premium, une très très grosse marge de la part du vendeur. Et le gros problème, c'est que la valeur de la pièce, elle n'est pas directement évaluée sur la base de la quantité d'or ou d'argent qu'il y a dans la pièce, mais plutôt directement sur sa valeur, ce qu'on appelle le numismatique. C'est-à-dire que voilà, c'est une pièce commémorative, ça représente tel événement, ou je sais pas, telle personne, ou telle chose. Donc du coup, ça a de la valeur parce que c'est tel événement ou telle personne, mais c'est pas réellement sur la quantité d'or ou d'argent qu'il y a dans cette pièce. Donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche nous en tant qu'investisseur. On veut vraiment quelque chose de factuel, on veut vraiment quelque chose de concret sur la quantité d'or qu'il y a dans la pièce. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux pièces commémoratives qui sont selon moi pas du tout un bon pari, et c'est souvent beaucoup plus compliqué également pour la revente sur les pièces commémoratives. Encore une fois, eh bien les 20 francs Napoléon, les louis d'or, c'est vraiment la référence de base, et ça, eh bien c'est beaucoup plus simple à revendre. Également les pièces commémoratives, c'est également là où on trouve le plus de contrefaçons, et ça n'a pas non plus les standards officiels de pureté, on va dire, au niveau des pièces. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a des puretés qu'on appelle 0.9999, c'est les degrés de pureté des pièces en termes de quantité d'or qu'on a dans la pièce. Et en fait, eh bien moins la pièce est pure, plus ça veut dire qu'on a des métaux qui sont moins nobles dans la pièce, des métaux qui valent rien, qui sont juste là pour alimenter la pièce, pour faire son poids, pour, on va dire, créer un effet artistique, pour voilà, la travailler, mais c'est pas ce qui vaut de la valeur. Dans une pièce, il peut y avoir un mélange de plusieurs métaux, et nous on veut s'assurer que la pièce, elle ait une grosse majorité en tout cas qu'elle soit vraiment constituée d'or ou d'argent, d'une matière qui nous intéresse. Donc voilà, j'essaie de faire simple parce que voilà, c'est pas forcément évident à expliquer dans les détails, je suis pas non plus un expert. Je te retransmets simplement ce que je connais ici rapidement. Mais
Mais voilà, en tout cas, pour résumer, pièce beaucoup plus liquide, beaucoup plus facile à transporter qu'un gros lingot ou d'autres choses, et beaucoup plus facilement également cachable potentiellement si on veut cacher son patrimoine, le mettre quelque part dans sa maison, dans une forêt, j'en sais rien. Ensuite, dernière chose qu'on va voir ensemble, c'est où est-ce qu'on achète tout ça. Quel est le meilleur endroit pour acheter de l'or ou de l'argent? Vous l'avez compris, c'est la forme physique que je préfère le plus moi, mais où est-ce qu'on en achète? Dans les boutiques physiques qu'on peut voir dans ces villes, parfois, on voit souvent des revendeurs d'or, des acheteurs d'or, pardon. Les prix sont rarement peu intéressants. Là-bas, il y a souvent un gros premium. On a des sites internet qui sont très intéressants où là, on a des premiums qui sont beaucoup plus faibles, ce qui est tout à fait logique puisque si c'est un site internet, la personne n'a pas une boutique pignon sur rue, donc beaucoup moins de frais, pas de taxes foncières, pas d'électricité à payer, pas d'employés, de choses comme ça. Donc sur internet, eh bien souvent c'est déjà beaucoup moins cher. Donc là, on pourrait dire oui, mais il faut faire confiance, que ça nous arrive bien, que ce soit pas perdu par le transporteur, des choses comme ça. Quand on passe par internet, généralement, ce qui se passe, c'est que on a des transporteurs avec des suivis. C'est vraiment très très bien fait, ce sont des colis discrets. Voilà, c'est pas écrit 400 pièces, Louis d'or ou 20 francs Napoléon. Non, c'est vraiment très discret. Transporteur, numéro de suivi, remise avec signature. Il y a très peu de problèmes. Il y a beaucoup d'assurance également. Donc, faut pas avoir peur de ça. Ok. Et également, la troisième solution qui est vraiment très bien, c'est d'acheter en boutique, mais à l'étranger. Je pense à tout ce qui est Suisse, Autriche, où on peut acheter en fait en cash. Sans avoir à fournir de pièces d'identité. Donc l'avantage c'est que c'est entièrement anonyme et ce qui fait que entre guillemets vous n'avez pas forcément à déclarer ceci auprès de qui que ce soit. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que on a pu voir également dans le passé en fait des histoires de confiscation d'or. Je pense notamment ici en 1933 aux États-Unis où le président Roosevelt avait rendu illégale la détention d'or et il avait confisqué l'or. Donc tout le monde n'avait pas rendu son or entre guillemets. Il y a des gens qui s'étaient dit non, moi j'ai pas d'or, je garde mon or, etc. Mais il y a des gouvernements qui dans le passé ont interdit ou ont confisqué carrément la détention d'or. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut vouloir acheter son or de façon on va dire discrète sans avoir à le déclarer en se disant voilà, moi j'ai un peu de cash, je veux aller l'acheter en Autriche, en Belgique et j'ai pas à fournir de pièce d'identité. Alors il y a quand même des montants, si vous arrivez avec 100 000 euros en cash pour acheter de l'or, on va vous dire non. Je crois que c'est quand même c'est quand même intéressant, c'est quand même quelques milliers je crois, peut-être 2, 5 000, peut-être jusqu'à 10 000, je sais plus, ça dépend des pays et des boutiques je pense, mais j'ai plus les chiffres en tête, j'aurais pu vous les préparer, je les ai sur mon ordinateur quelque part, mais sachez qu'en tout cas ça se passe comme ça. Et ça peut être une solution également si vous voulez faire des achats discrets plutôt que de payer en ligne sur une boutique française où potentiellement on aura une trace de votre achat contrairement à un achat en cash à l'étranger. Sachez en tout cas que passer les frontières également avec plus de 10 000 euros de valeur, on va dire, d'actifs, c'est quelque chose d'interdit. Donc, ayez toujours quand même ça en tête. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'or, l'investissement en or dans les matières premières. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si ça vous a servi. Voilà, je suis pas un expert en or, mais je voulais simplement vous partager ma petite expérience. Je sais que parfois on me demande ce que j'en pense, si c'est intéressant. Donc oui, je pense que c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a un constat qui est très clair, c'est que les gouvernements impriment énormément de devises. Et quand on regarde également encore une fois dans le passé, moi j'aime bien regarder dans le passé ce qui s'est passé pour essayer de comprendre, on se rend compte que jamais, mais alors jamais, ça n'a servi à quelque chose quand un gouvernement a imprimé en masse de devises et jamais ça n'a évité de créer de l'inflation. L'inflation, à l'heure sur cette vidéo, on la ressent déjà plus ou moins. On voit que beaucoup de choses ont augmenté, aussi bien les actifs que le prix de certains produits. Donc voilà, à l'heure de cette vidéo, on ne sait pas ce qui se passera dans le futur. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir un petit peu de son patrimoine en matières premières, en or, en argent, d'autres matières premières si vous voulez. Moi, je suis pas fan. Je suis plutôt team or en premier et ensuite, pourquoi pas un petit peu d'argent. Mais voilà ce que je vais vous dire. Donc n'hésitez pas à me poser vos commentaires ci-dessous si vous avez la moindre question. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également si ce n'est pas encore fait. Petit like comme d'habitude, lisez bien la barre de description. Il y a potentiellement beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser à l'intérieur. Et moi, je vous dis à très vite en direct de Bishkek du Kyrgyzstan. Ciao, ciao.